C'était vraiment un cauchemar réveillé. Je n'arrive pas à croire que ça fait 30 ans. Et au fur et à mesure qu'on s'approche de l'anniversaire des 30 ans, les souvenirs reviennent. Louise Mushikiwabo a perdu plusieurs membres de sa famille lors du génocide des Tutsis au Rwanda. Parmi eux, son frère, Landoald Ndasingwa, surnommé Lando, alors le seul membre Tutsi du gouvernement de transition. Après le choc et l'horreur, elle a décidé de vivre pour eux. En décembre, le FPR, l'armée patriotique rwandaise, était rentrée à Kigali. Et c'était une période où il y a eu beaucoup de nervosité dans l'air. Et d'ailleurs, c'est pour cela que mon frère m'a demandé de repartir vite. Et dans l'avion, au mois de janvier, en retournant aux États-Unis, je me suis dit, mais je n'ai jamais pensé qu'il y aurait un génocide, mais l'idée m'a traversé que mon frère pouvait être tué. Parce que bon, c'était le seul Tutsi membre du gouvernement à l'époque, il était ministre du Travail et de la fonction publique, et il était tout le temps menacé. La radio, RTLM, tout ça, son nom était partout. J'aurais voulu passer janvier-février à Kigali et il m'a dit de retourner, et c'est... Ce vol-retour, je m'en souviens toujours. Le 7 avril 1994, j'ai passé la journée chez moi, dans mon appartement, dans le Maryland. À l'époque, je travaillais pour la Banque africaine à Washington, le Bureau pour l'Amérique du Nord. Et en réalité, la journée du 7 avril, c'est vrai, je m'en rappelle tellement bien, c'est une journée où je me sentais un peu droguée. Parce que j'ai appris donc, par différentes personnes que mon frère, Lando, venait d'être tué. J'ai appris qu'il y avait donc chez lui, dans sa maison, notre mère qui était en visite là-bas. À l'époque, le nonce apostolique, donc le représentant du Vatican à Kigali, qui était un grand ami à mon frère Lando. Et il m'a appelé, donc j'ai pris le téléphone. Et j'ai senti tout de suite que mon frère n'était plus. Parce qu'il avait une voix paniquée et il m'a dit je dois être évacué. Il était en pleurs. Je dois être évacué, mais ce qui se passe ici, Louise, tu ne peux pas comprendre. Voilà, donc il n'arrivait pas à me dire. C'est comme ça que j'ai deviné que mon frère avait été tué. Ils ont été tués dans la maison, ils n'ont pas été emmenés. Alors, bien évidemment, après, j'ai eu le détail. Sa maison était gardée par les forces onusiennes parce qu'il faisait partie du gouvernement de transition qui était... Donc, parmi les personnes qui étaient menacées. Et donc la garde républicaine, à l'époque, est venue chez lui à la maison et les forces onusiennes ont fui. Il était au téléphone avec le chef de la mission belge. Et donc il a appelé le général Dallaire, qui était le chef de la mission onusienne. Il demandait du secours. Il dit oui, ils sont à la portière, ils arrivent, les tueurs sont là. Et le colonel belge, lui, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire ce matin-là. Et donc,
tous ceux qui étaient dans la maison ont été tués. C'est-à-dire mon frère, sa femme, leurs 2 enfants, ma mère et un jeune homme qui travaillait pour mon frère et son épouse canadienne. Ils ont tiré. Ils ont tiré, oui. Un autre frère, sa femme, leurs enfants ont survécu. Un 3e frère qui avait été blessé et qui est mort de ses blessures 1 mois et demi plus tard, qui avait fui sa maison vers le stade national où il y avait beaucoup de familles et de personnes entassées là-bas. Et il est sorti du stade, il a voulu aller chercher ma sœur. Il voulait aller où ma sœur habite parce que là, il voulait voir ce qui se passe. Il n'arrivait pas à la voir au téléphone. Et il s'est blessé. Je crois qu'il a été poursuivi par, je ne sais pas, la milice ou les éléments de l'armée. Et il s'est blessé, il n'a pas eu de soins pendant 2 ou 3 semaines. Et il est décédé dans un camp de réfugiés au nord. Cette journée, c'était comme si j'avais pris de la drogue parce que je n'arrivais pas à accepter, à digérer déjà la mort de mon frère, mais j'avais aussi peur de demander par rapport aux autres membres de la famille. Et donc j'ai passé une journée, comment la décrire? C'est comme quand on fait un mauvais rêve, mais on ne se réveille pas. Puis à un certain moment, je crois que c'était vers le 11, le 10 nuit, je me suis effondrée, j'ai dormi, j'étais trop fatiguée. Parce que j'étais au téléphone pratiquement 24 heures sur 24. C'était vraiment un cauchemar éveillé. J'ai échangé avec une amie l'autre jour et je lui disais, je n'arrive pas à croire que ça fait 30 ans. Parce que c'est tellement proche et au fur et à mesure qu'on s'approche de l'anniversaire des 30 ans, les souvenirs reviennent de ces moments-là d'angoisse, de recherche effrénée d'informations. C'est vrai que 30 ans plus tard, le génocide est toujours présent. Dans ma vie, j'imagine, dans nos vies, tous ceux qui l'ont subi, qui ont vécu cette période, dans le sens où il y a toujours quelque chose qui nous rappelle un être aimé. Et je trouve qu'en grandissant, je n'ose pas dire en vieillissant, je ressemble à ma mère. Et je me mets à penser à elle. Ma mère était beaucoup plus grande que moi, belle femme et tout. Je me dis, bon, je vais bientôt avoir l'âge que ma mère avait en 94. Et je trouve que je lui ressemble. Quand je mets la tenue rwandaise, le pagne rwandais, je trouve que j'ai la démarche de ma mère. Et donc, quand ça arrive, je passe facilement 1 heure dans la journée en pensant à elle, mais d'une manière beaucoup plus apaisée aujourd'hui. Parfois, quand je suis chez moi à Kigali, la nuit, mon mari dort assez tôt et moi je vais un peu, je vais prendre des photos, on a beaucoup de photos que j'avais récupérées juste avant le génocide, que je retournais aux États-Unis et dans le temps je n'osais pas regarder les photos. Aujourd'hui je m'assois par terre dans ma maison et je regarde les photos. Ma revanche, ma vengeance, c'est de bien vivre et d'être forte et de confronter l'adversité. J'y pensais juste après le génocide, mais je ne savais pas que j'allais y arriver. Aujourd'hui, je pense aux êtres chers que j'ai perdus avec beaucoup de sérénité. C'est bizarre. Je suis aussi beaucoup plus forte
parce qu'aujourd'hui, je vis un peu leur vie aussi. J'ai l'impression que je me suis forcée à vivre et à bien vivre pour compenser leur absence. À vivre pour eux. Ah oui, oui. À vivre pour eux. Moi, je suis convaincue, 30 ans plus tard, que ce n'est plus possible. Parce que j'observe beaucoup mon pays. J'ai vécu, j'ai travaillé et j'observe beaucoup les gens. C'est plus jamais ça. Je suis convaincue que c'est parce que on s'est régénéré en quelque sorte.